Madame Dedon-Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Apacton, une section de Boy-Bezin Sport et Culture créée en 2000. Oui. Alors, en 2000, nous avons créé cette association parce que nous sommes allés faire un voyage au Pérou. Et au Pérou, nous devions aller voir une tribu dont son oncle, l'oncle de Francis, avait civilisé, comme on dit. Mais bon, parce que c'était une tribu d'Indiens qui était sauvage et qui avait été maltraitée par les caoutchoutiers. Alors, c'est vrai que les caoutchoutiers, pour montrer l'exemple, s'il y en avait un qui essayait de s'échapper pour travailler, ils le tuaient pour montrer un exemple aux autres. Alors pour eux, pour les Indiens, les Blancs, on était tous synonymes d'être méchants, de les tuer, voilà. Alors quand ils voyaient un Blanc, eux, avant que le Blanc les tue, c'est eux qui le faisaient, voilà. Et alors, l'oncle à Francis, le père José Alvarez, s'est retrouvé même prisonnier là-bas et il a pu s'échapper pendant la nuit, un Indien est venu, il lui a coupé les liens qui le tenaient au poteau et il a pu s'échapper. Et après, il leur a envoyé des machettes, du matériel dont ils avaient besoin, mais toujours accompagné de sa photo. Ce qui fait qu'après, quand il est retourné à la tribu, quand ils ont vu sa photo, ils l'ont reconnu. Et donc, il n'a pas été agressé, ça a été tout à fait différent, la relation. Et petit à petit, il est arrivé, Francis, mon oncle, à aller, comme on dit, nous civiliser, mais ce n'est pas civiliser vraiment, à leur faire comprendre que tous les Blancs n'étaient pas méchants, que tous les Blancs ne tuaient pas les Indiens quand on les voyait. Francis, comment vivaient les tribus au temps de votre oncle par rapport les hommes, par rapport aux femmes, les femmes par rapport aux hommes, les enfants? Oui. Alors, chaque tribu, il avait, disons, sa manière de vie, mais dans la maçonnerie, plus ou moins, ils se ressemblent. L'habitat, si on parle de Samaracay, ils vivaient en communauté. Une grande cahute, ou allongé avec une petite entrée où ils vivaient tous ensemble. Toujours un chef, le chef il fallait qu'il soit très habile, le plus fort, le plus costaud, celui-là qui montait aux arbres, qui nageait bien, c'était toujours le chef. Ça pouvait changer de nom. S'il tombait malade, s'il était plus fort, automatiquement il était changé. Les enfants, l'éducation, ça se faisait par les parents, mais ça se faisait aussi en communauté. C'est-à-dire que si les parents ils étaient mauvais, puisque là c'était la communauté qui les prenait en charge. De manière que nous on a été même surpris en 2003, quand on leur donnait des cadeaux, les enfants ils ne se lançaient pas sur les cadeaux. Ils nous disaient même, lui il n'a pas eu. Voilà. C'était quand même cet esprit de communauté, de partage, c'est quand même aujourd'hui présent. Les enfants, forcément, ils les enveloppaient pour les porter, vous verrez tout à l'heure dans le livre, un morceau de bois d'écorce couvert avec des feuilles. Ils les mettaient toujours aux endroits pour pas que les piques, les moustiques, etc., les protéger le maximum. Et les femmes, par rapport aux hommes, comment ça se passait? Est-ce qu'elles étaient reconnues? Est-ce qu'elles avaient le droit de dire ce qu'elles pensaient? Là, je ne peux pas trop vous dire, mais les femmes, forcément, l'homme, c'est toujours le costaud, le fort. Les femmes, je crois qu'ils savaient bien sa place, et ils s'étaient estimés, la preuve pourquoi. Parce que les tribus, la consanguinité, et ça existait. Alors, la tribu, ils s'armaient en tenue de guerre, ils allaient voler les femmes à la tribu plus proche ou lointaine. Et s'ils ne se laissaient pas faire, ils tuaient. Donc ils volaient les femmes qui s'amenaient, mais une fois qu'ils étaient dans la tribu, ils étaient respectés. C'est-à-dire ils les mariaient avec à peu près de son âge pour que la tribu continue à vivre. Alors, cette histoire de voler les femmes, ce n'était pas uniquement dans Maracay, c'était dans toutes les tribus. C'était un acte guerrier très important qu'ils faisaient les Indiens. C'est pour cela que la guerre entre eux, ils s'habillaient avec des plumes,
parce que les Amaracaïs, en principe, ils étaient tout nus, uniquement ils se mettaient le cousmas, donc cet habit qu'il était fait avec de l'écorce des arbres, peints, et ils se mettaient des scènes de plumes pour faire peur à l'ennemi, comme qu'ils étaient très méchants. Donc la vie, il était partagée, effectivement, les hommes assuraient la nourriture, pêche, chasse. Ils en avaient un petit jardin qu'on appelait la chacra, où ils cultivaient des pommes de terre, la yucca, d'autres produits. C'était normalement l'homme qui faisait tout ça. Et la femme, tout ce que c'était, faisait de la poterie ou des trucs pour mettre les aliments, la cuisson, et ça, c'est les femmes. L'homme, il s'habitait toujours à côté des rivières, puisqu'il n'y avait pas de route. Donc la rivière, ça leur proportionnait de l'eau pour boire, arroser et en même temps se baigner et pêcher, parce que la pêche elle était très abondante. Alors dans la pêche, il y a des poissons que je ne connais pas leur nom, énormes, qui faisaient jusqu'à 1000 kilos, et des tout petits, jusqu'à piranha aussi. Donc il fallait faire attention de ne pas tomber dans l'eau. Ah oui. Par rapport à leur vie d'avant et à celle d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une grande différence? Je pense que la différence elle est énorme du point de vue que la civilisation avance. Actuellement, si nous parlons de Samaracaïdis, déjà l'année 2000, de 2000 jusqu'à aujourd'hui, il y a une différence énorme. Actuellement, on les avait porté déjà un groupe électrogène pour faire de la lumière en 2007. Actuellement, en 2007. Oui, tu as raison, excuse-moi. Et en 2013, on s'est apporté un encore plus grand. Pourquoi? Parce qu'ils en avaient encore besoin de plus de lumière. Parce qu'ils sont des appareils, ils veulent d'autres choses. Donc, il y a un changement énorme. Au point de vue de formation scolaire, ils sont une école que c'est le gouvernement qui les a donnés. C'est rare, jusqu'à maintenant, ils n'avaient aucune aide. Pas de sécurité sociale, pas aucune aide. Et de là, ils ont déjà une formation à parler. Ils apprennent à parler leur langue toujours, mais aussi l'espagnol. Ils font des sorties à Puerto Maldonado. C'est à peu près 2 heures de bateau plus 1 heure d'écart, où ils font des apprentissages dans des centres qui sont faits les missionnaires pour les apprendre, par exemple, à manipuler le moteur de l'électrogène. Ils apprennent là comment il faut faire, quand c'est qu'il faut mettre de l'huile, etc. et des autres appareils pour qu'ils puissent petit à petit se moderniser. Mais le but, c'est qu'ils restent dans ce terrain-là, dans le milieu ambiental, dans le milieu naturel où ils sont nés. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent partir dans de grandes villes, ils se trouvent dans des bidonvilles pour vendre de la drogue, d'un dealer ou d'autres choses. C'est pour cela qu'ils essayent toujours qu'ils restent dans le milieu naturel le plus longtemps possible. J'essaie de garder les jeunes. C'est ceux-là qui veulent partir. Mais voilà. Oui. Oui. De là, le grand problème qui se pose, pour garder les jeunes aujourd'hui, ils veulent gagner. Actuellement, ils avaient une petite mine d'or. L'or, c'est dans la rivière. Ils le sortent de la Madre de Dieu. Et le gouvernement, il peut faire de grands investissements, d'autres entreprises bien plus puissantes qui donnent de l'argent à l'État. Eux, ils sont défendus. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils emploient beaucoup de mercure et qu'ils contaminent. Or, ce n'est pas ça, c'est qu'eux, ils font 10-12 grammes par jour, ça ne compense pas, ne donne pas assez d'argent à l'État, et ils sont mis en entreprise très fortes. Donc, les jeunes, ainsi, je parle aussi, excusez-moi, de la déforestation, c'est une zone protégée, malgré tout ça, il est en train de se faire à bon train. Pourquoi? Parce que ça donne beaucoup d'argent à l'État. Alors, les jeunes, ils partent à la déforestation parce qu'ils vont gagner un peu d'argent, ou ils partent dans les mines, donc ils vont quitter les villages. C'est le souci énorme des vieux qui sont là encore, ils voient que tous les jeunes, ils s'en vont. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour éviter justement cette déforestation,
C'est sûr que le gouvernement ferme les yeux justement parce qu'il touche de l'argent, mais à côté de ça, Le gouvernement, faudrait qu'il soit un peu plus il conscient. est entre deux, disons, deux feux. L'un, l'argent, parce que le Pérou, il intend d'évoluer énormément, les capitaux étrangers, c'est-à-dire qu'ils arrivent pour créer des entreprises qui vont donner de l'argent au gouvernement. Donc la déforestation, que c'est une zone protégée, là où ils sont, il entend de se faire. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'argent. Et c'est toujours l'argent. Et ça n'a rien changé depuis le siècle. alors une zone protégée et on va quand même faire de la déforestation. Oui, c'est pas très logique, mais C'est pas très logique. là-bas, C'est pas logique, mais au c'est- Pérou, ils sont pas très logiques toujours. Et voilà. C'est- C'est quand même C'est l'argent. Alors, ils nous ont demandé si on peut faire quelque chose. Et à ce niveau-là, je demande à haute voix qui c'est qui pourrait, puisque quelquefois, ces gouvernements sont très influençables. Ça tient à peu de choses. Si quelqu'un il pourrait toucher un mot à l'oreille nous de aider, l'actuel les président, aider surtout. peut-être que tout ça, ça devait s'arrêter. Aujourd'hui, c'est les Blancs qui l'entendent de détruire. Ce n'est pas l'Indien qui détruit, c'est les Blancs. Encore le fléau, l'argent, toujours l'argent. Est-ce que vous savez combien de tribus réussissent à se maintenir Les nombres, je ne peux pas vous dire, mais il doit y avoir au moins 200 dans cette région-là, 200 tribus. Il y en avait plus avant. Il y en a On ne deux. pouvait pas tout les compter, ce n'était pas comptabilisable. C'est pas très gérable. Et pourquoi Voilà, puisque bon, il y avait des tribus qui étaient nombreuses, c'est-à-dire en nombre d'habitants, mais ça suffit, une grippe Eh oui. méchante, il tue presque tout le monde. Donc, ils se formaient quelquefois avec un autre, il y a eu beaucoup. Ils n'ont pas pu jamais comptabiliser. Mais actuellement, il doit y avoir 2 ans et quelques qui sont leur territoire, ils sont leur terre, ils habitent là, mais toujours guettés par les Blancs, c'est-à-dire la peur d'être néantis par les Blancs. Mais il y en a encore des tribus qui sont à l'état sauvage. Ah oui. On en a parlé quand on y a été là dernièrement, et le padre Rulio et Hector. Ils ne sont pas encore localisés, Voilà. ils ont vu quelques-uns, et il y en a un copain d'Hector, donc je parle d'Hector, c'est un qui sort de la tribu Amaracaidis, qui actuellement c'est un Qui a fait- sociologue, un copain qui a voulu s'aventurer, il a été fléché et tué il y a 2 ans. Les tribus, quel regard ont-elles par rapport à nous, à notre société, à nous les Blancs? Alors, ils nous respectent très très bien. Ils veulent aussi que nous on les respecte. Mais ils s'attendent de nous de l'aide. De l'aide pour mieux évoluer. Disons, l'évolution de la personne, on ne peut pas l'arrêter. Donc ils s'attendent là, mais pour vivre dans leur territoire. Par contre, faire un mélange, je pense qu'ils ne sont pas trop d'accord, dans la mesure où ils savent très bien que nous, on a une vie complètement différente à les habitudes qui sont, à la manière qui sont. Mais si vous voulez rester dans sa tribu, ils ne vont pas vous mettre dehors. C'est-à-dire vous pouvez vivre le temps que vous voulez. Il y a des personnes qui sont restées 2, 4 ou 5 ans et chacun il a sa vie avec la sienne. Alors la culture ancestrale, la manière de la religion, ils mélangent un peu la catholique avec les... Je pense que les Dominicains à ce niveau-là, toujours ils ont été très respectueux et ils les laissent faire. Donc, s'ils vont communier, ils vont communier. S'ils ne viennent pas communier, ça ne passe rien. Ils font une messe, ils viennent ou ils ne viennent pas. Ils sont aidés, les saints, pareil que les autres. Quant à la civilisation, eux, ils veulent vivre toujours dans les milieux naturels où ils sont nés. Quand on est arrivé en octobre cette année, donc en 2013, l'ancien chef de la tribu, président de troisième âge actuellement dans la tribu,
il est venu nous accueillir à Puerto Maldonado. Puerto Maldonado, c'est une grande ville de 400 000 habitants, mais que les routes encore, ils ne sont pas toutes goudronnées. Il y a quelques-unes, ils sont de ciment. Il a resté 2 jours pour nous accueillir et nous aider à faire les achats. Au bout de 2 jours, il a dit, ouf, j'ai ras-le-bol de la ville, j'ai envie de rentrer et trouver mon chez moi. Et ce qu'il voudrait, c'est que le jeune, il continue à aimer l'endroit où il était né, où il a été, si vous voulez, faire ses premiers pas. Et conserver la culture qu'il savait toute en laissant la porte ouverte pour le modernisme. Pour le modernisme, comme dit Francis, moi, ma grande surprise a été quand on était à Puerto Maldonado, qu'on leur a fait les achats, qu'on leur a acheté ce fameux groupe électrogène qui est énorme quand même, et qui allait alimenter en électricité toute la tribu. La surprise a été, c'est qu'ils nous ont demandé, les anciens, ils auraient aimé avoir une télévision. Ah oui. Et alors, on leur a dit, on va voir, en fonction de l'argent, parce que ce n'était pas prévu au départ au programme, s'il nous reste de l'argent, comme on a eu un très bon change dans la monnaie, n'est-ce pas, Francis? Donc on a dit, s'il nous reste de l'argent, on va... Alors, du coup, on a pu acheter la télévision, et on leur a apporté la télévision au groupe. Quelle a été leur réaction quand la télévision, mais elle s'est allumée? Bon, ça a été magnifique. La première chose qu'ils ont regardé, c'était un match de foot, car l'Institut les avait initiés aux jeunes au foot, et ils ont même oublié de manger pour regarder la télévision. Il m'a dit, monsieur Hector, il m'a écrit. C'était extraordinaire, alors ils étaient heureux comme tout. Et il faut dire que cette fois, quand même, on a fait des efforts pour les anciens, beaucoup, puisque les enfants, maintenant, le gouvernement les prend en charge un peu, l'école et tout ça. Voilà, l'école. Bon, non, nous, on a acheté, parce que, bon, faut dire qu'en 2003, en 2003 et en 2007, on avait acheté du matériel scolaire, beaucoup de choses comme ça. Bon, là, cette fois, on a acheté un petit peu moins de matériel scolaire, puisque le gouvernement s'en occupe. Mais par contre, on a beaucoup aidé les anciens. C'est du travail, tout ça. Ah oui, tout à fait. 3 chaises roulantes, on les a achetées cette fois-ci aussi. On leur a acheté de la nourriture, on leur a apporté aux personnes âgées, on leur a acheté à eux aussi de la vaisselle, parce qu'ils ont, faut quand même dire que là-bas, aux Amarakiris, ils ont une salle, les personnes âgées, et ils n'avaient rien dedans, elle était vide. Une gazinière à gaz. Voilà, un petit réchaud. On leur a acheté aussi la vaisselle, les casseroles, tout pour qu'ils puissent entre eux se retrouver et faire des choses ensemble. Et avec la télévision, alors là, pour eux, c'est la merveille maintenant. C'est le rêve. Voilà, tout à fait. Et nous, on est encore plus heureux que rien que de le savoir. Justement, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que ça fait de se dire, ben voilà, on a réussi à leur apporter tout ça. Quel ressenti C'est une richesse énorme. Pour moi, c'est une richesse énorme, et je crois Francis encore plus peut-être. C'est-à-dire en voyant où ils viennent, si on regarde de loin, les apporter ça, je pense aussi au point de vue médical, que c'est important pour eux, que quand tu le vois qu'ils ne peuvent pas se soigner, qu'ils vont mourir, et qu'on peut les aider. Là, on les a dit maintenant, puisqu'on peut éventuellement envoyer de l'argent sans qu'ils se perdent. On a quelqu'un maintenant, s'il y a une opération urgente, on pourra les aider directement d'ici. Marie-Pierre, Francis, si vous le voulez bien, je vais vous demander de nous montrer, de nous présenter ce que vous avez ramené, ce qu'on vous a offert. Alors voilà les flèches qui nous sont données. Ça c'est pour tuer des oiseaux, des petits animaux, comme les singes et autres, quand ils ont besoin. Elles sont fabriquées en quel bois? Comment? Elles sont fabriquées en quel bois? Ça se fait en bambou. Et le bois, je ne le connais pas. C'est un bois très très dur qui rentre même dans le chêne, dans le vieux chêne. C'est très dangereux puisque, vous voyez, ces dents, quand ça rentre, ça ne sort pas. Elles sont empoisonnées? Pour les animaux, non. Il est empoisonné avant pour les blancs, pour tuer l'homme blanc. Là, c'est aussi flèche, mais qui sert aussi des harpons. Ça, c'est pour le poisson. Là, c'est pour tuer les grands animaux, pour tuer les personnes et tuer l'homme blanc. Et celui-là, très costaud. Je l'ai essayé tout à l'heure pour tirer. Il faut de la force. Celui-là, je ne le tirerai pas. Et celui-là, oui. Alors là, c'est toujours quand ils font la danse de guerre, ils l'amènent toujours avec eux pour faire la danse de guerre. Et ici,
Voilà. Ils nous ont offert ça pour faire le chef honorifique de la tribu de Maracaibi. Et voilà. Et là, ils dansent toujours avec les flèches, comme vous verrez. Et avec les flèches à la main. Et voilà. Ça, c'est un habit fait en écorce d'arbre qu'on appelle el kusma. L'arbre, on le mettait entier dans l'eau et il s'attendait X temps et après, il le cognait pour des cailloux et il s'arrivait à faire comme un tissu pour se protéger des animaux, des piqûres, des insectes et autres. Alors, il arrivait jusqu'à là où il avait un petit, puisque autrement il s'était toujours tenu, ou alors il avait une tunique toute longue. Ça a l'air costaud. Ça a l'air très costaud. Celui-ci, celui-ci, il date de 1958 et il tient le coup. Mais je ne le mets pas tous les jours. Hein. Et en plus, comme on peut le dire, c'est bio. Ah, c'est bio, ça oui. c'est sûr. Voilà, ça c'est certain. Vous voyez les peintures naturelles avec des produits. Avec les couleurs et tout, c'est fait des couleurs. avec la nature. Celui-ci, il est discret, mais il y a d'autres qui le donnent des couleurs vertes, un peu avec des dessins très jolis. Ben, comme ils font avec les plumes. Hein. Oui. Voilà. Ce sont les hommes qui le font ou les femmes? Là, je crois que c'est partagé. Les hommes, ils s'en chargent du gros travail d'enlever l'écorce de l'arbre, et les femmes, ils font la couture avec des dents, des crocodiles fins, ou des dents de serpent, ils font la couture. Je n'ai pas ici, ils m'ont fait cadeau, mais vous savez, des dents qui les aiguisent énormément, et ça les sert Ce sont des dents de... Ça, c'est des crocodiles. Dents de crocodile, celui-là, c'est la tête d'un... Un perroquet, un truc comme ça. Ouais. Voilà, un perroquet, etc. Voilà. Alors tout ça, c'est signe de... Puis les chanons, c'est surtout les chefs, il y en a beaucoup. Il y a une cérémonie qui font spéciale quand on le donne, forcément. Donc vous êtes grand chef. Je suis grand chef. Voilà. Et moi, petit chef. Honorifique. Elle, c'est la grande chef. C'est une belle récompense, en fait. C'est des plumes, des oiseaux. Actuellement, dans les frontières, ils ne laissent pas passer parce qu'on croit qu'on tue les animaux pour les plumes. Mais celle-ci date de 1958, donc il y a un moment. Ce sont des plumes de toucan. Ah, voilà, on saura. Ce sont les grands oiseaux avec un long bec. Ouais, Voilà, ouais. c'est ça, exactement. Ce sont des variétés de perroquets et d'autres. Mais ils ont le droit de les tuer, non? Il y en a qui meurent de vieux aussi. Oui. Et d'autres que, ils doivent les tuer aussi par des raisons de religion et d'autres, je suppose. Je ne les ai pas posé la question, c'est vrai que ce n'est pas mauvaise idée ça. Le père José Alvarez, qui est votre oncle, a écrit pas mal de livres. Oui, surtout des livres, non. Plutôt, il a écrit les mémoires, il a écrit tous les jours, il écrivait ce qu'il faisait. Et ces écrits, c'était manuscrit. Uniquement, il a édité des dictionnaires. Et tous ces écrits, il y a d'autres auteurs, comme le padre Soria, qui les a mis ici, il les a commentés dans ce livre-là, que c'est Entre les tribus maçonniques. En fait, ce livre, vous disiez tout à l'heure, quand on en parlait, c'est une synthèse de tous les autres livres, mémoires qu'il a écrits. Si, il y a un peu de la vie de ces 53 ans là-bas. Ce qu'il a écrit, mon oncle, ça se trouve dans ces deux livres, tome 1 et tome 2, que ça, c'est écrit par lui. C'est, disons, ce qu'il a fait jour après jour,
il n'avait pas tout le temps une plume avec lui, puisque quelquefois il tombait dans l'eau, il perdait tout, et donc ça c'est écrit dans ce livre-là. On peut se les procurer, ces livres? Ils sont toujours, oui, à Madrid. Je peux vous en procurer peut-être tant que vous voulez. Le seul truc qu'il y a, Voilà. c'est que c'est en espagnol. Oui. Celui-là, je ne suis pas trop sûr. C'est en langue espagnole. En attendant que nous on le fasse. Alors, celui-ci, ça a été la cause pourquoi on a été voir los Amaracairis. C'était quand ils ont fait le vernissage de ce livre à Oviedo, qui nous ont invités, donc le neveu del Padre Pacton. Ça me donnait envie d'y aller avec ma femme. Je donnais des cours d'espagnol dans un centre où tous ils ont voulu venir. Et c'était de là où on a créé donc l'association dans l'année 2000. Une belle histoire. Ouais. Celui-ci, c'est un autre acteur aussi qui l'a écrit, où il y a un peu de tout. C'est, disons, la mission des Dominicains dans l'Amazonie péruvienne. Ça, c'est homme de Dieu et des hommes. C'est un côté de la vie de mon oncle qu'il a pris quelqu'un qu'il avait travaillé avec lui ou qui, disons, il a connu et qu'il a voulu écrire ceci. Assez intéressant aussi. Et celui-ci aussi. Alors, Mission de las cabeceras de l'Amazonas. C'est un autre qui raconte toutes les missions. C'est un condensé de les missions qui sont là-bas à côté de Puerto Maldonado, c'est-à-dire au sud de Pérou et autour de l'Amazone. Madre de Dios, l'Amazone, jusqu'au Brésil. Voilà. Et c'est tout. Et celui-là, c'est un descriptif assez intéressant où on voit tous les tribus, là vous pouvez les voir, et que je vous fais cadeau, que vous pouvez lire. Si vous ne savez pas bien l'espagnol, ce n'est pas trop grave, puisqu'il y a des chiffres où vous pouvez les voir. C'est très gentil à vous, merci. Voilà, je vous le donne. Merci. Voilà. Pour les dons, où peut-on vous joindre? Alors, bon, déjà sur le site d'Apacton, France, là, vous allez avoir tout le site. D'ailleurs, vous aurez toute l'histoire en plus des Amaracairis. Et bon, vous avez un côté français. Et puis, il y a un côté espagnol que Francis n'a pas encore fait, mais qui va faire. Voilà. Mais enfin, bon, pour la France, il y a quand même le côté français qui, lui, est assez à jour. Et là, par le biais du site, vous pouvez envoyer des mails. Et à ce moment-là, on peut vous donner l'adresse ou comment on fait ou le compte sur lequel vous pouvez virer si vous voulez faire des dons en argent. Voilà, tout simplement. Et surtout, d'adhérer à l'association aussi. On aura besoin aussi. Mais on a besoin des gens nouveaux parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées. Et bon, si on peut avoir des gens qui sont d'accord pour venir nous aider, nous les acceptons avec le plus grand plaisir.